Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes qui m'écoutaient, qui me suivaient ou qui me découvraient, après tout qui découvraient la chaîne, bienvenue. Soyez les bienvenus à bord ou à tribord, comme vous voulez, à bâbord ou à tribord, mais enfin soyez les bienvenus sur ce bateau de l'aventure, aventure politique avant tout, hein, mais pas que, mais aussi aventure politique, pourquoi pas, puisque tout est une aventure, tout est une découverte, un horizon à découvrir, à défricher, et, disons, se faire une part de la réalité sur le rêve, parce que le rêve, c'est bien gentil, mais il faut pas, comme l'autruche, mettre la tête dans le sable en disant «Allez, j'avance et ça ira mieux demain». Non, non, il faut voir les choses en face, dans la réalité du quotidien, avec ses soucis, avec ses fortunes, ses infortunes. Alors j'espère que vous allez bien, chers amis, que tout baigne pour vous, hein, comme l'on dit. Ah oui, c'est pas ça que je voulais faire, mais enfin bon, c'est ça, voilà. Je voulais un petit peu recentrer la caméra. Ouais, bon, c'est pas ça. Il y a beaucoup de mal, hein. Voilà, là c'est trop. Bon, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien, chers amis, je vous le cache pas. J'ai le moral, je n'ai pas de soucis, et quand j'en ai, j'en parle pas. Ou je me dis que bon, c'est une montagne qui accouche d'une souris, parce que la souris, c'est les soucis, la montagne, c'est c'est l'idée que généralement on s'en fait. Mais il n'y a pas plus de soucis que ça qu'autre chose. Il y a des hauts et des bas, du beau temps, du mauvais temps, du temps passager, du temps de maussade. Écoutez, il faut tout prendre. Il faut avancer avec. Il faut scruter, négocier, analyser, identifier, détecter ces petits soucis du quotidien. Alors, chers amis, nous continuons la politique. Nous continuons avec qui? Emmanuel Macron. Allez, c'est parti. C'est parti. Nous étions dans les premières années, les premières responsabilités politiques. Alors, je vais aller très, très vite, hein. De 2012 à 2016, avant sa campagne, élection de François Hollande. Bon, c'est une nomination, vous le savez, hein. Emmanuel Macron a été ministre. Enfin bon, on va le voir tout de suite, hein. C'est pas difficile. Démission et projet professionnel. Bon, avant de démissionner, il a été ministre du budget, des finances, du budget et du numérique, hein. C'est comme ça qu'on a appelé l'appellation à partir de François Hollande ou Nicolas Sarkozy, je ne sais plus lequel des deux, a inventé ce portefeuille pour alourdir, on va dire, les frais de l'État, hein, c'est-à-dire des dirigeants, ou prétendus dirigeants, on va dire des gens de carrière, faut pas dire plus, hein. Alors, il apparaît dans la liste des invités à la réunion du groupe Bilderberg, dont le président est Monsieur Schwartz. Schwartz, bon, je ne sais plus son prénom, mais voilà. Le Bilderberg, c'est le forum mondial, etc., quoi. Tout ça, c'est pour l'agenda 2030. On en a parlé déjà dans d'autres circonstances, dans d'autres vidéos. Je ne vais pas ici rapporter ça. Bon. Alors, une candidature est proposée dans sa ville natale, à Amiens, donc pour M. Macron, lors des élections municipales 2014, mais il refuse l'offre. C'est pas assez pour lui, voyons. Alors que Manuel Valls propose à François Hollande, à l'issue de ces élections, de lui confier le ministère du budget dans son premier gouvernement. Le président de la République écarte cette idée en raison de son absence de mandat électoral. C'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas grand-chose en politique, hein, même avant sa première élection en 2017, pardon, enfin 2016, puisque voilà. Bon, il n'a pas grand-chose, c'est plus un homme de carrière bancaire, financière, plutôt que politique. Mais bon, ça, nous savons qui nous avons à la tête, hein. On n'a pas un homme politique avant tout, hein. On a avant tout un homme de finance, un banquier, un proche collaborateur de Rothschild, donc de la famille Rothschild. Donc il n'a pas une grosse carrière politique, hein. Là il en fait, parce que bon, ben évidemment, et encore il en fait, vous avez vu de quelle manière il fait sa politique depuis 2017. C'est vraiment lamentable, quoi. Enfin bon.
Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. J'ai dit du budget, je me suis trompé. Le budget, c'est encore un autre portefeuille, pardon. Ah, autrefois, c'était le ministère de l'économie, des finances et du budget. Bon, un seul homme faisait tout. Non, maintenant, il y a un ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, plus un ministre du budget. À part. Enfin, à part, mais qui prétend collaborer avec le ministre de l'économie. Enfin bon. Voilà où nous en sommes. Loi Macron, de quoi s'agit-il? Prenant, c'est l'écart Macron? Non, 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 non. La croissance du pouvoir d'achat portée par Arnaud Montebourg. Il a été ministre, hein, vous vous souvenez? Il a dû partir en claquant la porte. Non, pas en claquant la porte, mais en faisant profil bas parce que bon, on l'a chopé, la main dans le pot de confiture. Ah, c'est pas bien, Arnaud, ce que t'as fait. Là, t'as placé de l'argent en Suisse ou je sais pas où. C'est pas bien, ça, de faire des placements offshore. Enfin, Arnaud. Enfin, bon, voilà. Dossier industriel, bon, il ne parle pas, mais bon, il parle de l'alliance Renault-Nissan. Ah oui, alors l'alliance, mais avant d'être l'alliance, devant les remontrances de Nissan, qui s'inquiète de cette progression au capital, l'État s'accorde à limiter sa puissance au sein de Renault et s'interdit d'agir chez Nissan. En mai 2016, Emmanuel Macron appelle Carlos Ghosn, que voici, non, bon, à revoir sa rémunération de 2015 à la baisse en menaçant de légiférer. Cet épisode dégradera durablement le climat de confiance au sein de l'alliance Renault-Nissan. Mais avant, en avril 2015, Emmanuel Macron fait passer la part de l'État dans le capital de Renault de 15% à près de 20%, sans en avertir le PDG, Carlos Ghosn, que voici. Vous voyez? Ça s'est fait sur son dos, quoi. Il impose ensuite l'application de la nouvelle loi Florange qui permet de donner un droit de vote double aux actionnaires historiques, ce qui confère à l'État la minorité de blocage. Bon, voilà. Hein. Bon, voilà un petit peu l'affaire Renault. On ne nous parle pas de l'affaire Alstom, bien sûr. Évidemment, Wikipédia n'en parle pas. Ah, non. Non, c'est des dossiers qui fâchent, il ne faut pas en parler. Mais non. Alors en avril 2017, le lobbyiste qui avait quitté l'entreprise, qui c'est le lobbyiste, Emmanuel Macron est en relation directe avec le PDG Travis Kalanick et les lobbyistes de Uber qu'il rencontre à de nombreuses reprises et en secret et intervient à la grande satisfaction de la start-up en court-circuitant les décisions de ses collègues du gouvernement et des députés socialistes. En 2017, le lobbyiste qui avait quitté l'entreprise était devenu conseiller senior de son conseil d'administration quand il prend part à la campagne d'Emmanuel Macron. Il s'agit de lui, hein. Vous voyez? Voilà, né le 6 août 1976 à Los Angeles, est un entrepreneur américain. Il est le fondateur de la société de partage, j'arrive, de fichiers RedSwatch et de l'application Uber. Vous voyez, Uber, qui se répand partout dans les grandes villes, Paris, Lyon, peut-être Marseille, je ne sais pas. Peut-être même pas Lyon, j'en sais rien. En tout cas, il a fait partie de la campagne d'Emmanuel Macron. C'est vous dire que le milieu américain a bien pénétré depuis déjà longtemps, déjà sous Chirac, hein, le mode de l'Hexagone. Rappelez-vous, au temps de Chirac, l'ambassade d'Amérique envoyait ses représentants de l'ambassadeur dans les quartiers défavorisés d'Île-de-France, de Lyon peut-être d'ailleurs, pour former des jeunes, vous voyez de quoi je parle, à l'élite de footballistique et autres, vous voyez. Et même de les mettre en avant, je sais pas, dans l'égalité des chances, de pouvoir trouver un emploi, de créer même, pourquoi pas une entreprise, hein, après tout. Voilà. Euh, oui, bon, hein, il fait part de la campagne d'Emmanuel Macron et de la création de l'AREM. LRM, c'est-à-dire son premier mouvement politique qui changera par la suite. Bon, enfin, passons. Voilà. Euh,
la création d'Uber avec d'autres personnes impliquées dans les discussions avec Uber. Astrid Panoyan-Bouvet, voilà, fondatrice de l'AREM, oui c'est ça, oui. Est une chef d'entreprise et femme politique, ancienne conseillère d'Emmanuel Macron et députée de Paris. Elle est nommée ministre du Travail et de l'Emploi dans le gouvernement de Michel Barnier. D'accord, bon. Enfin bon, passons. Selon une enquête de... Oui, bon, Mediapart, hein. Il y a du bon et du mauvais chez eux, mais enfin bon. Visibilité médiatique, oui, il faut bien qu'il se réveille, hein. Il faut qu'il se monte pour voilà, sa démission, pour pouvoir faire sa campagne, hein. Commencer à mettre en marche ses troupes, hein. D'où l'élection présidentielle 2017, ça, voilà, on en parle. En avril 2016, Emmanuel Macron fait part de sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que j'ai mis au fait le... Est-ce que j'ai mis... Oui, d'accord. Voilà, donc il démissionne du gouvernement de François Hollande, président de la République depuis 2017, donc il est élu, hein, avec un score largement élevé sur seulement 17% de votants. Disons-le sincèrement. Vous voyez, sur 100% d'inscrits, enfin sur la fourchette de 10, on va dire qu'il y en a 1,6 qui a voté Macron. Emmanuel Macron aux deux tours. Ça veut dire que 16% c'est quoi sur 100 sur 100, sans exprimer, sans exprimer, ça fait 16, oui c'est ça. Donc c'est pas énorme, hein. Oui, je sais pas combien de... Je sais qu'il a été élu avec 17%, non pas d'inscrits, mais de votes exprimés, c'est-à-dire qui se sont déplacés, les gens qui se sont déplacés pour voter. 17% seulement se sont portés sur sa liste. Où sont passées les autres voix? Eh bien, les autres ne se sont pas déplacés. Alors ça veut dire que sur 16%, il devait y avoir combien d'inscrits? C'est ça qu'il faut savoir. Combien d'inscrits donc sur les listes, enfin sur les listes électorales, ayant leur carte, hein, on va dire. Combien sont-ils d'inscrits? Peut-être 75%, 80%. Et sur ces 80%, seulement 16% se seraient prononcés en fait en faveur d'Emmanuel Macron. Ce qui est peu, avouons-le. Mais là, il a fait mieux en 2022. Bon, nous y arrivons. Investiture et début. Bon, on passe les débuts. Mesures économiques, bon, c'est le fiasco, hein, évidemment, ça. Oui. Regardez ce que dit Le Monde. Pourtant, Le Monde, c'est pas un journal vraiment, vraiment antilibéral, hein. Au début de sa présidence, il fait principalement voter les réformes en matière fiscale et en droit du travail. Le quotidien Le Monde indique que si Emmanuel Macron souhaitait à la fois libérer l'économie et protéger les habitants de l'Hexagone, le premier objectif a pris le pas sur le second. C'est-à-dire qu'il n'a pas protégé les Gaulois réfractaires, voyons. Il fait également sortir les valeurs mobilières et les placements actions assurance vie de l'impôt sur la solidarité sur la fortune, qu'il remplace par l'impôt sur la fortune immobilière. Ça veut dire, cher petit rentier, si vous m'écoutez, vous payez des impôts pour compenser les autres gros investisseurs d'assurance vie et d'immobilier qui, eux, ne payent plus l'impôt sur la fortune, l'ICF, l'ICF, oui, enfin, l'ISF plutôt. Voilà, au périmètre du limité, c'est quoi ça? Au périmètre du limité. Bon, cette mesure qui coûte 3,2 milliards d'euros au budget de l'Hexagone, alors qu'elle profite à seulement 300 000 gens, contribue à sa perception dans l'opinion comme le président des riches. Oui, bon, mais ça, démontrez-moi qu'il n'est pas président des riches, hein. Si vous me prouvez le contraire, moi je veux bien que vous m'apportez des preuves. Mais toutes ces actions depuis 2017 vont dans le sens des grosses fortunes. Je n'ai rien contre ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est pas ça le problème, hein, chers amis. Il y a des gens qui réussissent ou qui ont réussi, et c'est très bien, et tant mieux pour eux.
Mais de là à les chérir, à les, à les protéger et même à leur faire payer pratiquement aucun impôt, bah, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas confisquer la richesse sous peine de voir ces entreprises fermées ou délocalisées à l'étranger. Parce que bon, qu'est-ce que vous croyez? Par exemple, Bernard Arnault, LVMH, il a une très très grosse entreprise dans l'Hexagone. Nous sommes bien d'accord. Mais depuis des années, il a monté des entreprises un peu partout, en Chine notamment, peut-être au Japon, enfin dans d'autres pays, chez l'oncle Sam, où là notamment, il y a quelques années, moins d'une dizaine d'années, d'ailleurs, il a acheté Christie's, je crois, la joaillerie de l'oncle Sam, qui était un patron de l'oncle Sam, il a racheté. Et donc, il a établi là-bas une entreprise LVMH. Et donc, LVMH implanté un peu partout, même si, ce qui n'arrivera pas, je ne crois pas, même si un pouvoir dans l'Hexagone saisissait ces biens, eh bien, croyez-moi, ils vont pas trouver grand-chose au regard de ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Vous comprenez? Parce que avant que toutes ces lois passent, hein, sur les lois anti tax exit, comme on dit, c'est-à-dire d'installation d'entreprises ou d'investissement à l'étranger, ils ont déjà placé leurs pions depuis longtemps à l'étranger. Ils n'ont pas attendu les lois Macron, ni, euh, ni Barnier, ni comment il s'appelle, Édouard Philippe. Vous comprenez? Ils n'ont pas attendu. Ou Castex, quoi, Jean Castex. Ils n'ont pas attendu ces dirigeants pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire avant. Monsieur Bernard Arnault, ne l'oublions pas, il est quand même d'une famille, d'une lignée familiale, ancestrale même. Et oui, d'un grand-père déjà entrepreneur. Et oui, le grand-père de Bernard Arnault. Ça veut dire l'arrière-grand-père de ses enfants, qui déjà sont en poste dans l'Hexagone et ailleurs pour diriger au nom de leur père et puis de l'entreprise. Hein. L'entreprise mère qui est ici chez nous, enfin, je crois, dans l'Hexagone, je ne sais pas si elle est toujours là, mais en tout cas, il a placé ses enfants, Bernard Arnault, et plus tard les petits-enfants. Pour eux, il n'y a pas d'inquiétude. Mais c'est normal, enfin, quelque part. Bernard Arnault a quand même un grand-père qui était entrepreneur. Il s'est pas fait, il n'est pas devenu entrepreneur comme ça, d'un claquement de doigts, vous comprenez? C'est pas comme Francis Bouygues qui, lui, est parti de rien, par contre. Alors, je ne sais pas si ses parents étaient entrepreneurs, ce que je doute un peu, mais bon, je ne connais pas trop l'histoire de Francis Bouygues. Il faudrait que je m'interroge un peu sur lui. Il est mort, hein, bon, mais lui, il a démarré son entreprise, il me semble, en tant qu'artisan constructeur de maisons. Francis Bouygues, il est parti, on va dire, d'assez bas, quoi. Hein. Pas trop bas, mais d'assez bas. Il a été ouvrier, entrepreneur, on dirait aujourd'hui artisan SARL, je ne sais pas trop ce qu'il avait comme titre. Hein. Entreprise SARL peut-être, hein, du bâtiment. Il construisait des maisons, et puis petit à petit, voilà. Il s'est fait une réputation. Alors après, de quelle manière et comment il a obtenu ses capitaux, ça, voilà, c'est un autre parcours, c'est une autre histoire. Quelle fréquentation a-t-il rencontré, croisé, pour qu'il soit monté quelques années plus tard, quand même assez vite, hein, il faut dire. Alors je ne sais pas trop. Il faudrait que je m'interroge un peu sur la famille, enfin la famille, hein, sur la transmission de l'entreprise. Bon, là, son fils aujourd'hui a l'entreprise, mais bon, on va dire qu'il est tombé dedans. Le père Francis avait déjà tout fait. Mais Bernard Arnault, non, lui, Bernard Arnault, or certains disent c'est pas très élégant, il avait une cuillère d'argent dans la bouche. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Il faut pas insulter les gens qui se transmettent des biens, n'est-ce pas, comme Marcel Dassault, qui là aussi, Marcel Dassault est parti de rien, après avoir été libéré voilà, d'un camp, je crois. Hein. Il a créé son entreprise d'aviation avec l'aide du gouvernement de l'Hexagone. Et son fils ou petit-fils, maintenant je ne sais plus, qui s'est cassé la tête. Hein.
dont l'État, je crois, a une part quand même maintenant, depuis assez longtemps d'ailleurs, eh bien Bernard Arnault s'est monté une entreprise avec beaucoup d'intelligence et quoi qu'on en dise. Alors, Bernard Arnault, lui, c'est le petit-fils d'un entrepreneur. Alors, bien sûr, son grand-père n'était pas un gros entrepreneur. Ne nous le cachons pas. Je crois qu'il était entrepreneur du bâtiment, je ne sais pas de quel. Bon, nous revenons, s'il vous plaît, à Monsieur Emmanuel Macron qui défend les riches. Alors, bien sûr, bon, ben, de toute façon, c'est les ultra riches, on va dire de l'Hexagone, qui font, comme dans tous les pays, la politique de leur gouvernement. Faut pas se mentir, hein. Que ce soit ici dans l'Hexagone ou chez l'oncle Sam ou en Allemagne, c'est les gros patrons qui dirigent. Sauf en Chine peut-être. Et encore, on ne sait pas trop. Bon, quoique Jacques Ma, il a été écarté alors qu'il avait une très 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 grosse fortune. Mais bon. Alors, on continue avec Monsieur Emmanuel Macron, réforme de l'éducation nationale. Bon, on va faire un petit détail sur l'éducation nationale depuis François Hollande avec Vallaud Belkacem. La formation des élèves, elle fait un petit peu pâlir de honte, hein. Il faut le dire, avec certaines gens qui s'introduisent dans les classes pour apprendre aux enfants certaines manières qui ne concernent pas les enfants, on va dire. Allez, je n'irai pas plus loin, mais suivez mon regard, vous m'avez parfaitement compris. Et sous Emmanuel Macron, ben ça s'est pas arrangé. Et ça ne s'arrange pas encore, hein, puisque l'éducation se poursuit. Bien. Je continue. Politique d'administration de la justice. Ah, Monsieur Dupond-Moretti. Alors, ils n'en parlent pas, mais bon, ils n'en parlent pas. Il y a Belloubet, alors elle, regardez la beauté, regardez la beauté canonique de cette femme. Franchement, arrêtez de vous moquer d'elle, s'il vous plaît. Soyez gentil. Procureur de Paris, qui c'est ça? Ah oui, Nunez. Hetz, pardon. Oui, mais Hetz. C'est lui qui a fait taper, je crois, contre les... Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, Conseil constitutionnel. Regardez. Il est pas beau, Dupond-Moretti? Non, mais... Regardez. Regardez ça. Oh, aïe, 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 aïe. Éric Dupond-Moretti, il est né le 20 avril. Oh, ben c'est pas étonnant. À Maubeuge, dans le Nord, est un avocat, un homme politique de l'Hexagone, possédant également la nationalité italienne. Oui, un but national, quoi. Bon, enfin, oui, Moretti, c'est italien, je crois, oui. Je pensais que c'était corse, mais non, c'est italien. Bon, comme quoi, hein. Élection intermédiaire. Bon, 2017, c'était le fiasco, vous le savez, hein. Première défaite électorale d'Emmanuel Macron. Bon, bah, un peu plus ou un peu moins. Crise sociale des Gilets jaunes. Alors là, ça a été la catastrophe, hein, vous vous rappelez, où là Emmanuel Macron s'était emmuré dans les murs de l'Élysée. Il paraît qu'il était allé dans les souterrains, sûrement dans un bunker ou un passage secret, où il s'apprêtait à être exfiltré pour partir ailleurs. Alors je sais plus les résidences qu'il a, mais je crois qu'il a un truc. Bon, il a la lanterne à Paris, dans Paris, mais il y a aussi une résidence dans les Yvelines, en pleine campagne, où là il peut se réfugier à la vue de tous, hein. Donc, enfin, peu importe, ils vont pas dire où il allait se réfugier, mais il n'est pas parti, il est resté quand même, hein. Il est resté à l'Élysée, mais il a failli partir. Oui, parce que les Gilets jaunes commençaient à se diriger vers l'Élysée, puis c'était sérieux, quoi. C'était à l'époque les mouvements des Gilets jaunes faisaient vraiment attirer l'admiration de beaucoup de gens, quoi. Aujourd'hui, bon, ils continuent, mais c'est plus du tout le même, hein. C'est plus, ils ont plus la même vitalité. Enfin bon. Alors il lance en décembre un grand débat national et publie le mois suivant une lettre aux habitants de l'Hexagone. Regardez-moi ça. Enfin bon. Alors, projet contesté de réforme des retraites. Oui, bon, ça. Alors, évolution de sa cote de popularité. Oui, il y a des débats, regardez. Il est parti là et il arrive ici. Ah, c'est en 2023, ça oui, effectivement, là. Mais le pic, il est là, apparemment. En quelle année c'est là? Je sais pas. Bon, on va voir un peu l'image. Ah, 2019, oui, là, il a le pic, hein.
Et en 2023, il est encore là. Ben, c'est quand même pas mal. Oh, ben dis donc. Bon, méfions-nous des sondages quand même. Aïe, aïe, j'ai failli faire une bêtise. J'ai failli faire une bêtise. Regardez ce visage. Il y a quelque chose chez lui quand on le regarde de près. Ses lèvres tordues, regardez ça, enfin pas très droite, hein. Et puis alors ce regard d'un enfant qui se plaît dans ce qu'il voit. Alors il voit quoi? Il voit la misère, il voit de loin, hein, attention. Attention, pas de trop près quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, je ne sais plus à quel moment, Monsieur Emmanuel Macron sort de la voiture, il y a un homme qui lui serre la main, un homme, un admirateur, apparemment, je ne sais pas, hein, peut-être un admirateur, et vous savez quoi? Il avait à côté de lui un de ses gardes du corps qui lui tend une toute petite vasque avec une sorte de suifette là, et il s'essuie avec du jus de citron la main qu'il a, de celui qui l'a serré. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Enfin, il y a plein de petites choses qui... Bon, voilà. Bon, ben c'est Emmanuel Macron, que voulez-vous? C'est un aristocrate quand même, il faut reconnaître, parce qu'il a un pouvoir, on va dire, d'un homme ferme, sans limite d'interdire. Bon, il a une poisse à lui, hein, carrément, tout le reste est dégagé. Alors lui, carrément, il dégage des journalistes du jour au lendemain, de but en blanc, et il se choisit ceux qui lui sont plus proches, hein. Alors, voilà un petit peu l'homme masqué. Regardez, ça voit pas rien ça. Regardez un petit peu le regard, on va dire bon. C'est un homme de théâtre, hein. Il a fait du théâtre avec qui, vous savez, Brigitte Macron, son époux, pardon, excusez-moi, j'ai pas dit, oui, j'ai oublié. Alors voilà, il a, bon, bref. Bon, les mesures décidées, bon, tout ça, relatif à relation avec l'Union Européenne. Ah, son ami, comment elle s'appelle, Ursula. Bon, je dirai pas le reste, hein, parce que vous allez sauter au plafond. Regardez, dans le cadre de la guerre civile syrienne, Emmanuel Macron reste sur une ligne proche de celle de François Hollande, réaffirme son soutien à l'opposition syrienne évidemment, mais change cependant de rhétorique en affirmant ouvertement ne pas vouloir faire de la destitution de Bachar el-Assad une condition préalable à des discussions. Daesh est notre ennemi, Bachar el est l'ennemi du peuple syrien. Bon, ça, c'est une nuance. Une nuance. Bon, c'est vrai que François Hollande a soutenu, bon, il a fait montre une fausse opposition à ce qui s'était passé au Bataclan, je vous l'ai dit, et en même temps, il soutenait plus ouvertement, François Hollande, hein, l'opposition syrienne, qui n'est autre que des hommes de Daesh, les actuels dirigeants, ceux qui sont aujourd'hui en Syrie en 2024, hein, et qui se disent pas de Daesh, par contre, hein. Ah non, non, je sais plus quoi, CL, HEL, bon bref, celui dans l'un de ceux qui ont participé ici à la tuerie au Bataclan, hein. Ah, et quand même, hein. Et aujourd'hui, il est l'un des dirigeants, le dirigeant de la nouvelle équipe syrienne. Ah, je vous dis pas un petit peu le programme, hein. Enfin bon, ça regarde les Syriens, ma foi. J'espère que bon, que j'espère qu'ils vont pas trop souffrir, parce que bon, c'est toujours les peuples qui prennent par rapport aux dirigeants, hein, très souvent. Alors si Bachar el-Assad n'était pas non plus un saint, on va pas dire ça, hein, c'est vrai, mais il a quand même été le dirigeant, bon, bah, depuis une cinquantaine d'années, hein, à peu près avec son père, Hafez el-Assad, son père. Mais que voulez-vous? Rien n'est parfait, il n'y a pas un dirigeant parfait. Dans ces milieux de république, enfin, de ce qui n'est pas la monarchie, bon, il faut le dire, hein, c'est pas... Voilà, c'est... Bon, bref, mais enfin, je dirais que
Je ne sais pas si Bachar el-Assad ou Hafez el-Assad étaient pires que nos dirigeants républicains. Je ne sais pas. Honnêtement, je me pose des questions. Mais après tout, c'est leur pays, les Assad, c'est leur pays, c'est pas le nôtre. Donc ne nous mêlons pas de leurs affaires. Par contre, aujourd'hui, on est quand même... Moi, je suis étonné de voir comment ça s'est passé. Je suis assez étonné. Mais enfin bon. Bref, il soutenait pas non plus Macron, mais il a fait une petite pirouette linguistique pour ne pas tomber directement dans des propos un peu vindicatifs de Hollande. Hollande, lui, il était plus direct, plus indicatif quelque part, de langage. Hein. Attention, pas physiquement quand même. Alors que Macron, non, c'est quand même permis une petite pirouette un peu plus élégante, mais enfin, bon, un peu plus élégante entre guillemets, quoi. Enfin bon, il n'a pas dit que Bachar el-Assad était son ennemi. Il a simplement dit qu'il soutenait l'opposition, mais sans pour autant faire du départ de Bachar el-Assad une priorité. Bah, vous voyez, c'est jouer avec le feu. Bon, l'eau et le feu à la fois, hein. Voilà. Alors, Michel Bachelet. Qui c'est Michel Bachelet? Oh là là. Au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ouais, d'accord, bon. On sait ce que ça vaut les droits de l'homme. Hein. Demande une enquête sur les cas rapportés d'usage excessif de la force et violence policière face au mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est vrai que là-dessus, bon, il y avait beaucoup à dire. Même, je trouve que l'ONU aurait dû faire un procès au gouvernement de Macron. Mais bon, ils l'ont pas fait. Donc ça montre bien que les droits de l'homme sont tout à fait gouvernés, dirigés par les mêmes qu'ils ont mis Emmanuel Macron, François Hollande, Mitterrand et les autres, hein, au pouvoir. Donc il ne faut pas s'étonner, c'est les francs-maçons, puis voilà, ni plus ni moins. Tout ça c'est dirigé par un même chapeau. Voilà. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Coprince français, bon... Élection présidentielle 2022. Bon, on va s'arrêter là, chers amis. J'ai pas voulu trop m'étendre sur cette information concernant son domaine politique, hein, parce que la vidéo est longue, vous allez voir. Donc il y aura peut-être une ou deux vidéos, peut-être plus, j'en sais rien. Ah oui, que voulez-vous, hein, on est en cours de l'histoire avec Emmanuel Macron. On ne peut pas trop juger sa politique. Enfin bon, on a déjà les prémices de ce que l'on peut dire. Mais l'histoire est un chemin long. C'est-à-dire qu'il faut attendre quelque temps pour pouvoir en juger. Tout ce qu'on peut dire, c'est avoir des jugements temporels, provisoires, qui peuvent être remis en cause. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, puisque la présidence d'Emmanuel Macron, le deuxième mandat continue, se poursuit aujourd'hui même. Pour moi, nous sommes le 16, attendez, je ne dis pas de bêtises, le 17 décembre 2024, vous voyez, il est encore en poste, donc on ne peut pas dire encore le bilan de cet homme. On a un bilan de sa première mandature, enfin de son premier quinquennat, mais encore que tout n'est pas dit, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, probablement, donc attendons encore un petit peu, je ne sais pas combien de temps. Il faudra attendre que quelqu'un un jour fasse vraiment un bilan sans complaisance de sa présidence, ou de sa double présidence, quoi, y compris celle de 2022-2027. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop déplu. Si c'est le cas, mais dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que... Alors, je ne vous demande pas ce que vous pensez de monsieur Emmanuel Macron. On sait très bien que même si les gens ont voté pour lui, ces mêmes gens disent qu'ils pensent que du mal de lui. Mais ils ont voté pour lui, pour la plupart. Ou alors, c'est que les machines ont bien fonctionné, les machines Dominion ou l'équivalent, qui l'ont fait passer de 60% à... Et là, il a quand même eu combien? 70 en moyenne, hein, 70-75% sur l'ensemble du territoire de l'Hexagone. Nous, chez nous, ici en Bretagne, il a eu 80%. Hein. Ah oui, dans ma ville de Vitry, il est passé à 75 ou 78%, vous vous rendez compte. Alors qu'ici, à Vitry, ils se disent de droite. À d'autres, hein, s'il vous plaît. Bon, voilà, chers amis, nous revenons. Coucou, me revoici.
Donc, je vais pas aller plus loin parce que bah, c'est pas que le temps me manque, mais il faut avancer. Je, j'ai plus d'une casquette, hein, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je fais pas mal de choses chez moi, enfin, et autour de chez moi. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je souhaite que vous soyez tous heureux, que vous soyez heureux en famille, avec vos amis, sur votre lieu de travail, vos collègues, et que vous soyez dans la concorde, dans l'empathie, parce que c'est l'empathie, c'est ce qui fait vivre. Alors justement, vous voyez, depuis l'après-guerre, on va dire, 1944-45, on n'a pas cessé de diviser les gens. Le Parti communiste d'abord sur les lieux de travail, et puis ensuite un peu tout le monde, un peu tous les partis, y compris le colonel de Gaulle d'ailleurs, enfin son parti en tout cas. Jamais l'Hexagone n'a été autant divisé entre nous, hein, que ce soit au sein de nos familles, et même, et surtout dans notre quartier, sur notre palier, on ne se parle plus, on se voit, mais bonjour, puis et encore quand on dit bonjour. Maintenant, les gens se disent de moins en moins bonjour d'ailleurs, même les voisins de palier, c'est vous dire, hein, après quelques années comme on dit, du vivre ensemble. Vous voyez, tout ce qui est droit de l'homme, vivre ensemble, l'égalitarisme, ça n'apporte que le malheur des peuples. Parce que les peuples, pour qu'ils soient heureux, il faut que chaque individu que nous sommes, moi y compris, nous adhérons à un bien commun, à un groupe commun. Qu'importe d'où nous venons, qu'importe notre religion, nos modes de pensée, mais nous devons avoir tous un socle commun. C'est ce que dirait M. Germain Goff-Cohen. Hein. Il dit que, quelle que soit votre religion, chrétien, juif ou musulman, on a tous un ennemi, tous contre Satan. Et Satan, c'est qui? C'est pas seulement qu'un ange ou un esprit déchu. C'est aussi ceux qui nous dirigent depuis des années. Depuis des années, ils n'arrêtent pas de nous diviser, justement, de nous envoyer des gens venus d'ailleurs pour justement que nous nous tapons dessus. Ben, essayons de les raisonner, quoi, de dire attention, vous venez ici, ce n'est pas pour rien, chers amis. Nous devons nous souder les coudes, essayer de comprendre. Nous devons tous essayer de nous serrer les coudes. Parce que notre ennemi, c'est pas forcément celui qui vient d'ailleurs. Vous voyez? Celui qui arrive ici chez nous dans l'Hexagone, c'est pas forcément lui. Mais ce sont nos dirigeants. C'est eux. Et surtout les dirigeants financiers. Voyez-vous? Je ne dirai pas les noms, mais vous les connaissez. Hein. Souvent, ils ne sont pas chez nous dans l'Hexagone, ils sont ailleurs. Hein. Toujours entre deux avions, entre deux trains, entre deux hélicoptères même. Voilà, chers amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Moi, je vous dis salut et ciao.